Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur le modèle du liquide visqueux. Donc, on entre dans cette partie ici, on va traiter le modèle d'écoulement en liquide visqueux. Commençons par rappeler les hypothèses. Donc, pour un liquide visqueux, on va toujours considérer la continuité. Cette fois-ci, le cisaillement ne sera plus nul, contrairement au modèle du liquide parfait. Par contre, le liquide sera toujours incompressible. On va à nouveau repartir des équations fondamentales qui sont rappelées ici. Donc l'équation de continuité, dans laquelle on a appliqué l'hypothèse d'incompressibilité, et les équations du mouvement, dans lesquelles il va nous falloir trouver des expressions pour les contraintes qui sont données ici. Si on se souvient de ce qu'on avait dit dans l'introduction, la viscosité d'un liquide peut être mise en évidence par une expérience comme celle de Newton, où un liquide contenu entre deux plaques est mis en mouvement par le mouvement de la plaque supérieure. On voit un profil de vitesse se développer dans le liquide, et on peut lier la contrainte qui s'exerce entre les différentes couches de liquide au profil de vitesse et à un paramètre constant, la viscosité dynamique du liquide. Alors pour de l'eau, la viscosité dynamique est de l'ordre de 10 exposant moins 3 pascal fois seconde. Dans nos applications, on utilisera plus souvent la viscosité cinématique, qui est exprimée comme le rapport entre mu, la viscosité dynamique, et ρ, la masse volumique du liquide, de l'eau ici, dont on a considéré qu'elle était constante. On va donc, après ce rappel, essayer d'exprimer les différentes contraintes qui s'exercent sur un volume de contrôle. Et pour cela, on va commencer par essayer d'exprimer l'équilibre de rotation autour de l'axe Z de ce volume, pour voir quelles contraintes éventuellement disparaissent ou se simplifient. Alors, commençons par examiner les facettes supérieures et inférieures. On se rend compte par exemple ici, pour les contraintes entourées en vert, on a sigma 2, 3 sur la facette inférieure, sigma 2, 3 plus un petit incrément de contrainte sur la facette supérieure. On va négliger ce petit incrément de contrainte puisque notre volume est infiniment petit, et on peut donc considérer que on a un couple nul autour de l'axe Z généré par ces contraintes. On va faire la même chose pour les contraintes sigma 1, 3, ici, et sigma 1, 3 plus le petit incrément de contrainte, donc sur la facette supérieure. On va considérer que cet incrément est négligeable, et donc on n'a pas de couple généré autour de l'axe Z par ces contraintes sigma 1, 3, puisqu'on en a une dans une direction et une dans l'autre direction. On va maintenant considérer les facettes latérales, illustrées ici en vert, et voir ce que donnent les contraintes normales sigma 2, 2 et sigma 2, 2 avec un petit incrément ici. À nouveau, si on néglige le petit incrément de contrainte, on n'a pas de couple généré autour de l'axe Z par ces contraintes, puisque l'une va dans un sens, l'autre va dans l'autre sens. Si on regarde les facettes avant et arrière, de nouveau par rapport aux contraintes normales, on a ici sigma 1, 1 et sigma 1, 1 plus un petit incrément de contrainte sur la distance dx, à nouveau en négligeant le petit incrément de contrainte. Ces deux contraintes ensemble, ces deux forces ensemble, ne génèrent aucun couple autour de l'axe Z. Alors, regardons maintenant la facette arrière et la facette latérale. On voit qu'on a sigma 1, 2, et sigma 2, 1 ici. Chacune de ces contraintes a son pendant sur la facette qui lui fait face avec un petit incrément de contrainte. Seulement, comme ces deux contraintes-ci s'exercent sur des facettes qui passent par l'axe Z, elles ne vont générer aucun couple autour de l'axe Z. On a donc uniquement les deux autres contraintes, sur la facette de droite et la facette avant, qui peuvent générer un couple autour de l'axe Z. À nouveau, on va négliger les petits incréments de contrainte, et si on néglige ces petits incréments de contrainte, pour que notre volume de contrôle soit en équilibre de rotation, on a en fait l'égalité de ces contraintes sigma 2, 1 et sigma 1, 2. Cette égalité de contraintes nous permet d'écrire le tenseur des contraintes comme ceci et de se rendre compte qu'en fait il est symétrique,
puisque les sigma ij seront égaux au sigma ji. Voyons maintenant comment lier ces contraintes aux déformations. Alors pour rappel, on a le vecteur gauchissement qui est donné ici, et tout comme on a un tenseur des contraintes, on peut définir un tenseur des déformations comme ceci. Ce tenseur des déformations, on peut l'écrire de manière plus courte comme ceci. Et pour exprimer le lien qui existe entre les contraintes et les déformations, on va se conformer à l'hypothèse de Stokes, qui consiste à dire que le lien entre contraintes et déformations est linéaire. Donc on a une relation linéaire entre les contraintes et les déformations. Maintenant, si on ne fait aucune hypothèse sur le tenseur de contraintes ni sur le tenseur de déformation, on se rend compte qu'on a en fait 9 valeurs possibles pour ce terme indépendant et 9 fois 9 valeurs possibles pour les coefficients epsilon ici. Donc au total, potentiellement, 90 coefficients à déterminer, ce qui est beaucoup trop évidemment. Grâce à l'hypothèse de symétrie des tenseurs de contraintes et de déformation, on va déjà pouvoir réduire ce nombre d'inconnus à déterminer, et on va voir que d'autres hypothèses nous permettent de le réduire encore, et d'arriver finalement à déterminer les valeurs de ces coefficients. Alors, commençons par considérer que les tenseurs de contraintes et de déformation sont symétriques. Donc on a chacun de ces tenseurs définissent des ellipsoïdes comme illustré ici, donc l'ellipsoïde de contrainte qui représente les contraintes et l'ellipsoïde de déformation. Si on fait l'hypothèse que le fluide est isotrope, on peut en déduire que les deux tenseurs ont les mêmes symétries, donc ces deux tenseurs qui sont symétriques ont les mêmes symétries, et que donc les deux ellipsoïdes correspondants ont les mêmes plans principaux, comme illustré ici. Commençons par développer l'expression pour les contraintes diagonales. Alors d'abord sigma 1, 1, on a donc A le terme indépendant qui correspond ici à alpha ij, et puis les coefficients pour chacun des autres termes diagonaux, et puis les trois termes non diagonaux. Donc on n'en a que 3 à déterminer puisqu'on sait que les tenseurs sont symétriques. Comme le fluide est isotrope, on peut obtenir l'expression pour les contraintes diagonales sigma 2, 2 et sigma 3, 3 par simple permutation circulaire de l'expression pour sigma 1, 1. Donc en fait ça revient à remplacer les 1 par des 2, les 2 par des 3. Donc dans chacune des expressions ici, on a fait cette permutation circulaire. Et on a donc ces expressions 2 pour le lien entre contrainte et déformation. On voit qu'on a déjà réduit le nombre d'inconnus à déterminer, notamment grâce à l'hypothèse du fluide isotrope. Alors justement, par cette isotropie, on se rend compte que les axes 2 et 3, par exemple, sont interchangeables dans l'expression de sigma 1, 1 par rapport à l'axe 1. Donc en effet, si on a l'axe 1 ici, la contrainte suivant l'axe 1, eh bien sigma 3 et sigma 2 sont interchangeables, ça ne va rien changer à l'ellipsoïde. On peut donc en déduire que C est égal à C' et F est égal à F', ce qui nous permet d'écrire l'équation 3, dans laquelle on a à nouveau réduit le nombre d'inconnus. Si en plus on fait l'hypothèse que les axes coïncident avec les directions principales des ellipsoïdes de contrainte et de déformation, alors les termes non diagonaux seront nuls, ce qui nous permet d'écrire l'équation 4 dans laquelle tous les termes non diagonaux ont disparu. On peut réécrire l'équation 4 de cette manière-ci pour faire apparaître la trace du tenseur de déformation. Donc la trace, c'est bien la somme des 3 termes diagonaux. Et ça nous permet de généraliser l'expression des contraintes diagonales comme ceci. Donc on a une inconnue, toujours A, plus C fois la divergence des vitesses, puisque la trace ici du tenseur de déformation, donc la somme des termes diagonaux, revient bien à écrire la divergence des vitesses. Et enfin, B moins C fois les termes diagonaux du tenseur de déformation. On peut généraliser l'équation 6 pour les cas où les axes sont alignés avec les directions principales des contraintes et des déformations.
Donc, si les axes sont alignés comme on vient de le dire, toutes les contraintes non diagonales seront nulles et tous les termes non diagonaux du tenseur de déformation seront nuls également. Ce qu'on peut exprimer de manière générale comme dans l'équation 7, où on a fait apparaître le symbole de Kronecker ici, qui équivaut 1 seulement si i est égal à j, donc seulement si on a les termes diagonaux. On retrouve donc bien l'équation 6. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est déterminer les valeurs des coefficients a, b et c, et essayer d'étendre la validité de cette expression à des axes qui ne seraient pas alignés avec les directions principales, donc à des directions non principales. Alors pour faire cela, pour faire cette extension aux directions non principales, on va considérer un certain nombre de cas limites dans lesquels notre expression des contraintes doit être valable. Par exemple, le cas d'un fluide au repos. Dans le cas d'un fluide au repos, on est en fait dans la situation de l'hydrostatique, et on sait que les seules contraintes sont des contraintes normales, donc les sigma ii, les contraintes diagonales, et qu'elles valent moins P, donc P étant la pression. Par ailleurs, comme la vitesse est nulle, tous les termes du tenseur de déformation sont nuls, et on en déduit donc, en faisant l'analogie avec l'équation 7, que A vaut moins P. Alors voyons maintenant ce qu'on peut tirer de l'expérience de Newton qu'on a rappelé précédemment. Si on se réfère au cas qui est illustré ici, on a un écoulement plan dans lequel les vitesses v, donc suivant la direction y, sont nulles. On a aussi des vitesses, les composantes verticales de vitesse qui sont nulles, donc on a uniquement un écoulement dans la direction x. Par l'équation de continuité, comme v et w sont nuls, on en déduit que du dx est nul également. Et d'autre part, on n'a aucune variation dans la direction y, donc tous les d dy sont nuls. De cette expérience, on avait pu déduire les contraintes tangentielles, qui sont en fait les contraintes sigma 1,3 dans l'illustration ici, comme étant liées au profil de vitesse à travers le coefficient mu de viscosité dynamique. Donc taux est égal à mu du dz. Alors, appliquons nos hypothèses au tenseur des déformations. Avec ces hypothèses, on voit qu'il ne reste plus que ces deux termes-ci du tenseur de déformation. Et si on applique l'équation 7 générale à ce cas, en faisant l'égalité entre taux ici et sigma 1,3 déduit de l'équation 7, on trouve que B moins C doit être égal à 2 mu. Enfin, le coefficient C qui se trouve devant le terme de divergence des vitesses ici, lui, eh bien, il sera égal à lambda, un coefficient de compressibilité. Il est lié en fait à la compressibilité du liquide, mais on ne va pas s'en préoccuper ici puisque nous avons fait l'hypothèse que le liquide était incompressible. Donc finalement, on peut réécrire l'équation 7 générale étendue aux directions non principales comme ceci, comme dans l'équation 8 où on retrouve P, lambda et 2 mu ici. Ce qui nous permet d'écrire, par exemple, les trois contraintes dans la direction X. On a bien pour le terme diagonal, donc pour les contraintes normales, la pression, qui n'apparaît pas dans les deux autres cas, mais on a les contraintes tangentielles qu'on peut lier aux vitesses à travers la viscosité. Voyons maintenant comment à partir de là obtenir les équations de Navier-Stokes. Donc si on reprend l'équation générale du mouvement dans la direction X par exemple, rappelée ici dans l'équation 1, et qu'on va y injecter les contraintes dans la direction X qu'on vient de déterminer, on obtient l'équation 2, donc on a simplement remplacé les sigma par ces expressions-ci. Et puis, dans l'équation 3, eh bien, on a fait passer le terme de pression dans le membre de gauche, et on a cette première partie de l'équation qui correspond en fait exactement à l'équation de l'air qu'on avait développée dans le modèle du liquide parfait. Ensuite, on a tous les termes supplémentaires qui apparaissent à cause de la viscosité. Ces termes liés à la viscosité, on peut les regrouper de la manière suivante. On peut développer les dérivés et regrouper les termes de la manière suivante, et on se rend compte qu'ici,
on a fait apparaître l'équation de continuité. Donc les termes ici entre parenthèses vont disparaître puisque l'équation de continuité nous dit que la somme de ces termes est nulle. Ce qui nous permet finalement d'écrire l'équation 4 sous cette forme-ci, où le terme qui reste ici n'est autre que le Laplacien des vitesses. On a mu divisé par ρ qui est la viscosité cinématique nue, et donc on retrouve un terme supplémentaire qu'on a ajouté à l'équation d'Euler qu'on avait auparavant, qui est la viscosité cinématique multipliée par le Laplacien des vitesses. Si on fait cela dans toutes les directions, on obtient les équations de Navier-Stokes, écrites ici avec le Laplacien développé complètement. Alors à partir de ces équations, on peut s'interroger si la théorie qu'on a développée pour les équipotentiels et les lignes de courant pouvait s'appliquer aussi. Ou en d'autres termes, est-ce qu'un écoulement en fluide visqueux peut être irrotationnel ou pas? Pour rappel, si l'écoulement est irrotationnel, cela veut dire que les vitesses dérivent d'un potentiel comme rappelé dans l'équation 2. Eh bien, on va vérifier s'il est possible que l'équation 1, donc l'équation de Navier-Stokes dans la direction x, reste valable dans le cas où les vitesses dérivent d'un potentiel. Alors, dans le cas où les vitesses dérivent d'un potentiel, on avait pu aussi se servir de l'équation de continuité, rappelée ici, pour montrer que le Laplacien du potentiel phi était nul. Et en fait, en remplaçant dans l'équation 1 les vitesses u par d phi dx, on obtient cette équation-ci, ou encore celle-ci où on a mis en évidence d dx. Et on se rend compte que le dernier terme ici correspond en fait au Laplacien du potentiel phi, qui est nul comme on vient de le rappeler. Donc ça nous montre en fait que les effets visqueux sont inexistants si on est dans l'hypothèse d'un écoulement irrotationnel, puisque si ce terme disparaît, on retrouve simplement l'équation d'Euler valable dans le modèle du liquide parfait. Donc un écoulement en liquide visqueux irrotationnel est impossible. Un écoulement visqueux, dans lequel la viscosité joue un rôle, sera toujours un écoulement rotationnel. Alors voyons maintenant s'il est possible d'intégrer analytiquement ces équations de Navier-Stokes qu'on vient de développer, au moins dans certains cas particuliers. Alors c'est pas possible de manière générale, mais on va montrer que c'est possible dans le cas d'une conduite circulaire. On va faire l'hypothèse d'une conduite circulaire comme ceci, qui n'est pas forcément alignée avec la verticale. Donc la direction verticale est illustrée ici en rouge. L'axe de la conduite c'est X ici, et le système d'axes lié à la conduite n'est donc pas aligné avec la verticale. On fait l'hypothèse que les vitesses V et W sont nulles, donc on va avoir une vitesse uniquement dans la direction X dans la conduite, et on fait également l'hypothèse d'un écoulement permanent, donc toutes les variations dans le temps des variables seront nulles. On va en outre distinguer pour la pression la partie statique qu'on appellera P0 et la partie dynamique qu'on appellera grand P. Ça nous permet de séparer les équations en deux parties. Donc on a ici en rouge la partie hydrostatique qui correspond en fait tout à fait à ce qu'on avait vu tout au début du cours dans l'hydrostatique, et puis en bleu la partie hydrodynamique. Et on va résoudre séparément ces deux parties de l'équation de Navier-Stokes dans la direction X. Alors commençons avec l'hydrostatique. Le champ de force auquel est soumis notre écoulement, c'est le champ de la gravité qui est alignée suivant la direction verticale, et on peut donc exprimer nos trois équations de l'hydrostatique comme ceci. Comme il n'y a aucune variation dans le temps, on peut les intégrer de cette manière, comme on l'avait fait en hydrostatique, et on a simplement une constante d'intégration qu'on appellera C1. Voyons maintenant ce qu'on peut faire pour la partie hydrodynamique des équations. On a rappelé ici les hypothèses. Des deux premières hypothèses, V et W équivalent 0, on déduit par l'équation de continuité que du dx est nul. Alors, si on applique ces hypothèses dans les équations de Navier-Stokes, d'abord dans la direction x, comme du dx est nul, ces deux termes-là disparaissent. D'autre part, comme V et W sont nuls, on a deux autres termes qui disparaissent.
Et enfin, l'écoulement est permanent, ce qui nous permet de faire disparaître ce dernier terme-ci. Il nous reste donc, pour l'équation en x, uniquement nu fois le reste du Laplacien de u, donc où on n'a plus le terme en du dx. Pour l'équation dans la direction y, eh bien en fait, tout disparaît puisque v est égal à 0, et de même pour l'équation dans la direction z, puisque w est égal à 0 par hypothèse. Donc la pression dynamique variera uniquement en x, elle n'a pas de variation en y ni en z. Alors voyons comment on peut intégrer cette équation dans la direction x. On a 1 sur ρ dp dx qui est égal à nu fois le Laplacien de la vitesse. Et en fait, on peut dire que ce sera égal à une constante. Pourquoi? Parce que P, la pression dynamique, ne variera que en x. Et ici, on a une variation de u uniquement en y et en z, mais pas en x. Donc comme on a une égalité ici, eh bien ça ne peut être que constant. Donc on a a qui est une constante. Alors on va commencer par intégrer la pression, donc en utilisant cette égalité-ci. Et intégrer la pression en x, eh bien ça nous donne simplement l'équation 2, dont on déduit l'équation 3, où on a une seconde constante d'intégration qui est apparue, C2. On se souvient de l'équation qu'on vient d'obtenir en intégrant la partie statique, et comme la pression totale c'est la somme de la pression statique et de la pression dynamique, on peut en déduire l'équation 5, dans laquelle on a une nouvelle constante C qui combine en fait C1 et C2. Et à partir de cette expression, on voit qu'on pourrait déterminer la valeur de la constante A si on connaît la pression en 2 points de notre conduite. Donc si on connaît la pression au point 1 et au point 2, et qu'on connaît évidemment les positions de ces points, eh bien on peut résoudre cette équation en éliminant la constante C, et en trouvant la valeur de A. On verra la signification de cette constante A un peu plus tard. Voyons maintenant ce qu'on peut dire pour la deuxième partie de l'équation, donc avec le Laplacien des vitesses. Comme on travaille dans une conduite circulaire, on va pouvoir exprimer le Laplacien en coordonnées polaires. Et comme on a une symétrie de l'écoulement dans la conduite, les dérivées en θ seront nulles. On va pouvoir passer aux dérivées totales, donc entre l'équation 2 et l'équation 3, puisque on a une variation de la vitesse uniquement suivant le rayon. Et donc, les deux premiers termes ici qui nous restent du Laplacien en coordonnées polaires, on peut les exprimer comme ceci. On peut intégrer cette équation 3 une première fois, ce qui nous donne l'équation 4. Et ensuite, en isolant du dr ici à gauche, on peut intégrer une seconde fois pour obtenir la distribution des vitesses dans la conduite. Dans cette expression 6, on a donc deux constantes d'intégration qui sont apparues, B et D. Voyons comment déterminer ces constantes d'intégration. Alors, d'abord, on sait que en R égale 0, donc au centre de la conduite, on ne peut évidemment pas avoir de vitesse infinie. Donc à cause du logarithme qu'on a ici, on en déduit que B est égal à 0, de manière à ne pas avoir de vitesse infinie au centre de la conduite. D'autre part, on sait que sur le bord de la conduite, donc en R égale grand R, le rayon de la conduite, la vitesse est nulle. La vitesse va être nulle le long des parois, et on en déduit donc la valeur de D. Avec ces constantes, on peut exprimer ces constantes d'intégration, on peut exprimer le profil de vitesse comme ceci, et on voit en fait que le profil est parabolique dans la conduite. On a bien une vitesse nulle contre la paroi, une vitesse maximale ici, et une forme parabolique, donc en R carré, du profil de vitesse dans la conduite. On peut intégrer ce profil de vitesse sur toute la section de la conduite pour calculer le débit, donc on calcule l'intégrale de 0 à R, de U fois 2 pi R dr, donc on va intégrer par tranche circulaire, et on obtient cette expression-ci, à laquelle on reviendra plus tard. Voyons d'abord comment déterminer maintenant la valeur de la constante A. Alors on va voir que cette constante est liée aux pertes de charge, et on peut exprimer les pertes de charge ou pertes d'énergie dans cet écoulement comme dans l'équation 1, donc simplement la différence
de charge moins la différence de charge entre l'entrée et la sortie de la conduite. Si on développe l'équation 1, on a donc J, la perte de charge, qui est égale à la charge à l'entrée de la conduite moins la charge à la sortie de la conduite. Donc on a utilisé ici la définition de la charge qu'on a montrée précédemment. Dans cette expression, comme le débit est constant, on n'a pas de fuite à travers les parois de la conduite et sa section est constante, les deux vitesses sont égales et s'éliminent donc. D'autre part, on se souvient qu'on peut exprimer la pression comme la somme de la partie statique et de la partie dynamique de la pression. On va donc utiliser cela ici, et on fait apparaître dans ces deux premiers termes les différences de cotes piézométriques entre l'entrée et la sortie de notre conduite, et ici la différence de pression dynamique. En hydrostatique, la cote piézométrique est constante partout dans l'écoulement, donc ces deux termes-ci vont disparaître, et il nous reste uniquement la différence de pression dynamique. Pour exprimer cette différence, on va se servir de l'équation illustrée ici en vert qu'on avait développée pour l'intégration de la pression dynamique. Et si on applique cette définition-ci à l'équation 3, on exprime les pertes de charge comme dans l'équation 4, en fonction de la différence de position entre les points 1 et 2, donc en fait delta L, la longueur de la conduite. On peut aussi exprimer petit j, qui sera la perte de charge par unité de longueur, donc exprimé comme ceci, et si on utilise l'équation 4, eh bien on trouve que la perte de charge par unité de longueur est égale à moins A sur G, ou en d'autres termes que notre constante A est égale à moins JG. Donc en fait, on voit que la constante A est liée aux pertes de charge par frottement visqueux dans la conduite, J étant la perte de charge par frottement par unité de longueur. Tout cela nous permet finalement d'écrire l'équation de Poiseuil. Donc à partir de l'expression de A qui vaut moins JG, on peut exprimer le débit qu'on avait obtenu, à cette expression-ci du débit, ou encore le profil de vitesse, dont on voit qu'il est effectivement aussi lié aux pertes d'énergie, aux pertes de charge par frottement visqueux. On peut inverser l'équation du débit et plutôt exprimer la perte de charge par unité de longueur en fonction du débit qui passe dans la conduite, et ces pertes de charge sont dues à la viscosité, donc la viscosité apparaît ici. Au lieu du débit, on peut exprimer cette équation en fonction de la vitesse, en se souvenant que la vitesse moyenne est égale au rapport du débit sur l'aire de la section, ce qui nous permet de réécrire les pertes de charge par unité de longueur de cette manière-ci, en faisant apparaître un nombre dont on aura encore l'occasion de parler, qui est le nombre de Reynolds, défini comme le produit de la vitesse et du diamètre d de la conduite, divisé par la viscosité. Donc, ce nombre de Reynolds est vraiment directement lié aux effets visqueux dans les écoulements, et on y reviendra encore plus tard. Alors, pour finir, on peut s'interroger sur les lois de similitude, comme on l'avait fait dans le cadre du modèle du liquide parfait, en voyant si cela s'applique encore et de quelle manière. Donc on définit une échelle lambda nu pour la viscosité, comme ceci, qui s'ajoute aux autres échelles qu'on avait déjà définies, et on va vérifier ce que cela donne pour les équations de Navier-Stokes dans la direction et pour l'équation de Navier-Stokes dans la direction x. Donc si on veut développer des lois de similitude, il faut vérifier que les équations valables à l'échelle réelle, comme exprimé dans l'équation 2, soit aussi valable sur le modèle réduit, donc avec toutes les variables primes. En utilisant les relations de l'équation 1, on peut transformer l'équation 3 comme ceci, dans laquelle on a fait apparaître tous les rapports de facteurs d'échelle. Et la condition qu'on avait exprimée, c'est celle de l'équation 5, c'est-à-dire l'égalité de tous les rapports de facteurs d'échelle. Donc dans cette égalité s'ajoute ce dernier terme-ci lié à la viscosité. On avait défini lambda f, l'échelle des forces, comme étant égale à 1, puisque la gravité s'applique de la même manière dans la réalité et sur le modèle réduit.
Et ça nous permet de dire que l'échelle de la viscosité, lambda nu, est égale à lambda carré sur lambda v, ou encore, comme l'échelle des vitesses est égale à lambda exposant 1/2, on a l'échelle des viscosités, lambda nu, égale à lambda exposant 3/2. Et en fait, ça nous pose un problème, parce que ça veut dire que si on veut mettre à l'échelle un écoulement dans lequel la viscosité joue un rôle, il faudrait choisir un liquide qui soit moins visqueux que l'eau. Ce qui est en fait difficilement réalisable dans le cas qui est illustré ici et dont on s'était servi comme exemple dans le modèle du liquide parfait. On peut difficilement imaginer que pour un modèle d'écluse et de barrage comme ceci, on utilise en laboratoire un liquide moins visqueux que l'eau. D'abord, il y a peu de liquides qui sont moins visqueux que l'eau, et ces liquides, c'est du type ammoniac, essence, benzène, donc on imagine aisément qu'on ne va pas utiliser ça dans ce type d'installation de laboratoire. Mais en fait, aux échelles auxquelles on travaille, comme on le verra, les effets visqueux sont souvent négligeables, et donc on peut s'affranchir de cet aspect-ci, d'autant plus que la viscosité de l'eau est déjà suffisamment faible. Voilà, ceci termine ce cours sur le modèle du liquide visqueux. Il nous reste à voir maintenant, dans un prochain cours, les limites de ce modèle et de voir ce qu'on doit lui ajouter pour se rapprocher encore davantage de la réalité des écoulements qu'on va considérer dans le cadre de ce cours. Merci et à bientôt.